Historiu et talenton. Gens de biens et bonnes gens, bien le bonjour, bien le bonsoir. Soyez prévenus, dans l'histoire que je m'en vais vous conter, il y aura du bonheur, il y aura du drame aussi. Et pour accentuer la joie comme pour adoucir la peine, il y aura de la musique. Vielleux, à vos vielles, talabardeuses, à vos bombardes, à vos bignoux musicorneuses et cornamuseurs, que je puisse planter le décor. Et le décor, excusez du peu, c'est la grande rue de Quéribilbeuse, où deux maisons qui se jouxtent hébergent deux compères, pareillement tailleurs comme pareillement bossus. Étrange coïncidence, direz-vous, que nous arrêterons là, car si l'un d'eux, Caour, est un bon camarade, agréable, joyeux, généreux et soucieux d'autrui, l'autre, Youn, brille davantage par son égoïsme, son avarice et sa grincheuserie. Braves gens, bonnes gens, gens d'ici et gens d'ailleurs, nous voilà prêts. L'histoire commence à la ferme de Kergaou, où Caour, le bon bossu, a travaillé plusieurs jours durant, mangeant et dormant sur place, comme il fut de coutume, pour rhabiller toute une famille qui, après quelques années de vaches maigres, avait connu une récolte biblique et désirait pouvoir paraître sous un meilleur jour aux yeux du canton. Caour n'avait donc pas chômé de l'aiguille pour confectionner à toute la maisonnée robes et jupons, braies, chemises et chupets-nous. Nous étions le soir. L'ouvrage était fini, le salaire et le repos bien mérités. « Il est bien tard, disaient les maîtres de maison. Restez donc encore ce soir, la soupe est presque prête. Vous partirez demain. » Mais il tardait à Caour de retrouver son logis et sa tranquillité. Il parlait bien. Il trouva les mots pour prendre congé sans vexer ses hôtes, ce qui n'était pas un mince exploit. Le ciel était dégagé et la lune pleine. Caour y voyait bien. Il quitta le grand chemin pour couper au plus court par un sentier étroit qui traversait une lande. Malgré ça, c'était encore une bonne marche. Mais Caour, en dépit de l'inconfort dû à sa bosse considérable, aimait éprouver ses jambes et cheminait au grand air. Au bout d'un moment, qu'on dira long sans égard pour le labeur des montres et des pendules, alors qu'il n'avait entendu que le vent dans les ajoncs, il lui parvint un son d'une autre nature, qui bientôt ne laissa plus aucun doute. On jouait de la musique. Caour d'abord continua à suivre le sentier, mais comme les sons devenaient plus nets, il fut bientôt pris du désir de savoir d'où venait cette musique, qui la produisait. Alors, sans même s'en rendre compte, il s'écarta du sentier, chemina à travers une prairie guidée non seulement par les notes, mais aussi par la lueur d'un feu, et il arriva bientôt en vue d'une ronde de Corrigans, ces lutins bretons, grands amateurs de danse au clair de lune. Si pareille aventure vous arrive un jour, la prudence sera de vous éloigner. Ces êtres farceurs sont imprévisibles, mais comme ils sont un peu sorciers, il faut croire que leur musique avait sur Caour l'effet d'un sortilège. Quelques buissons lui permirent de poursuivre son approche, si bien qu'il se trouva bientôt aux premières loges, bien près, trop près certainement, et ce qui devait arriver arriva. Un Corrigan l'aperçut. En 2 temps et 3 mouvements, le pauvre bossu fut entraîné dans un andro lancinant, et pas la peine d'essayer d'en sortir, sinon gare à tes plumes.
Lundi, mardi et mercredi, 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 lundi, mardi et mercredi. Et ça recommençait, et Caour, déjà bien fatigué par l'heure tardive et les journées de labeur, empêché par sa bosse qui avait toujours fait de la danse pour lui et à son grand regret, plus un calvaire qu'un plaisir, Caour donc s'épuisait. Il savait qu'il ne pourrait tenir bien longtemps. Alors, essoufflé, dans un sursaut d'énergie, il trouva la force de s'extirper de la ronde et de sauter au milieu, en affirmant devant la consternation générale, réprobatrice et silencieuse, « Je connais la suite de cette chanson. C'est jeudi et vendredi. » Le temps, à ce moment, s'accorda de petites vacances. Puis on entendit monter quelques murmures, marmonnements, fredonnements aussi, comme des essais, voyons un peu ce que ça donne, jusqu'à ce qu'un des messieurs de la gente Korrigan impose le silence. C'était Caradoc, un joyeux compère dont les aventures seront narrées en leur temps. Sa voix s'éleva. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 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 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Les Korrigans s'étaient remis à danser, sur un nouveau pas, plus endiablé encore, plus propre à les réjouir encore. C'était la première danse ficelle du pays breton. Ils dansaient autour de Caour, ils l'étourdissaient, mais parce qu'il ne fallait pas accabler un bienfaiteur, ils firent une pause, enfin, et Caradoc reprit « Il nous faut récompenser notre ami à la hauteur de ce service qu'il nous a rendu. » Puis, s'adressant à Caour, il demanda « Que veux-tu? Nous pouvons t'offrir un plein sac d'or si tu le souhaites. » Caour n'hésita pas. Il répondit « Si c'était possible, plutôt qu'un sac d'or, je préférerais qu'on me retire ma bosse. » Presque aussitôt, il sembla à Caour que les Korrigans rapetissaient, que le sol lui disait au revoir, que l'horizon, aussi sombre fût-il à cette heure, lui donnait du « Camarade, bienvenue camarade » et que les étoiles s'offraient à la cueillette comme des pommes par-dessus une clôture. Caour, pour la première fois de sa vie, était droit comme un i. Jubilant intérieurement, il remercia chaleureusement et prit congé aussitôt, de peur de voir son trésor lui échapper. Le trajet jusque chez lui, effectué sur un nuage, lui permit de prendre possession de ce corps renouvelé. Son sommeil fut profond et serein. Et le lendemain, quand il parut sur le pas de sa porte pour prendre la mesure du paysage depuis son nouveau point de vue, quelle surprise! Ses amis et connaissances n'en finissaient pas de s'ébahir et de se réjouir. Mais il y en a un qui ne partageait nullement l'enthousiasme général. Youn, quand il aperçut son collègue redressé, eh bien, il manqua s'étrangler. Il n'en fit pas moins l'hypocrite, et trouva au fond de sa bile un sourire présentable. « Je suis bien heureux pour toi, compère. Mais dis-moi, t'es-tu réveillé ainsi ou t'est-il arrivé quelque heureuse aventure ?» Le dos de Caour avait certes changé, mais son cœur était resté le même.
Il invita Youn à entrer et lui conta sa nuit par le menu, la musique, le lieu, la danse, l'ajout des paroles, le plein sac d'or qu'il avait laissé et l'idée de la bosse. Le soir même, comme on s'en doute, sous une lune encore quasiment pleine, Youn se rendait au lieu que Kaour lui avait indiqué aussi précisément que possible. Aurait-il eu du mal à le trouver que la musique l'aurait orienté? La gavotte battait son plein. L'approche du second tailleur bossu n'eut rien de discret, si bien qu'on l'entraîna vite dans la danse. Youn n'était venu ni pour la ronde au petit pas, ni pour la joie d'enjamber longue. Il rompit la chaîne au plus vite, sauta au milieu et déclara « Je connais la suite de cette chanson. C'est samedi et dimanche. » Cette annonce ne fut pas accueillie avec la même circonspection que la veille. Après tout, on s'était trouvé très bien de la révélation de Kaour. Alors on commença à fredonner, à chantonner, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi et dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi et dimanche. Ça n'allait pas vraiment, on ne trouvait pas. Et on commença à murmurer, à marmonner. Youn s'impatientait, heureusement pour lui, le même corrigan que la veille. Caradoc mit fin aux discussions. Notre ami mérite une récompense. Alors, dis-nous, comme ton compère de la nuit dernière, ce que tu voudrais pour prix du service que tu viens de nous rendre. Ce qu'il voulait, Youn avait eu le temps d'y penser, mais son choix avait été très vite arrêté. Il répondit « Moi, je veux ce que Kaour a laissé. » Ça y était, Youn allait être riche, le plein sac d'or était pour lui. Mais au lieu de le voir apparaître, il eut l'impression que la terre voulait lui sauter au visage. Il se sentit raide, lourd, plus empêché que jamais, plus voûté, et quand la vérité se fit jour dans son esprit, il était trop tard. Ce que Kaour avait laissé, c'était sa bosse, et elle avait maintenant trouvé sa place dans le dos de Youn, à côté de sa jumelle. Le désespoir mêlé de rage qui envahit le tailleur 2 fois bossu, on ne saurait le dire. La haine du monde acheva de prendre possession de lui. Il partit aussi vite qu'il put, écumant, pouvant à peine lever les yeux pour voir devant. Et à force d'avancer comme une force sans emploi, il parvint à une falaise au-dessus de la mer, d'où il tomba. Tomber est-il le mot? S'était-il jeté? Nous ne le saurons pas, car nul jamais ne revit Youn. D'aucuns disent que 2 rochers apparurent dès lors dans la mer, visibles même à marée haute, et que c'étaient les 2 bosses de Youn. Comment savoir? Kaour fut triste de la disparition de Youn, et même se sentit un peu coupable. Peut-être n'aurait-il pas dû raconter son histoire. On s'appliqua à le rasséréner. Quant à moi, je ne juge pas le mauvais tailleur. Je ne suis pas né bossu, ni aveugle ni sourd, et j'ai 2 jambes pour me laisser porter au rythme des rondes et chaînes de toutes sortes, rythmes qui sont l'essence même de la vie. Je ne suis pas non plus né muet. Alors, gens de plaisir et gens de peine, je vous quitte en chanson. Dilindimers dimmerer dir yaou di gwener, dilindimers dimmerer dir yaou di gwener, dilindimers dimmerer dir yaou a di gwener, dilindimers dimmerer dir yaou di gwener, dilindimers dimmerer dir yaou a di gwener, dilindimers dimmerer dir yaou di gwener.